Et donc je vous demande d'applaudir Maître Archambault. Bonjour à tous, merci pour cet accueil. Bravo Guillaume pour avoir... Ah oui, super, ça va être pratique. Ah oui, voilà. Pour effectivement lancer les festivités, une grande responsabilité. Pour celles et ceux qui viennent de loin, vous allez pouvoir terminer votre nuit, mais quand même tendez un peu l'oreille parce que effectivement ça va être peut-être en décalage. Mais ce que je vais vous raconter, vous allez pouvoir le mettre en application avec ce que mes petits camarades qui vont suivre, avec des sujets bien plus effectivement techniques, vous allez pouvoir le mettre en application. Pourquoi? Parce que quand Guillaume m'a parlé effectivement de ce projet, moi je porte depuis toujours le fait que nous, en tant que juristes et avocats, si on veut travailler dans l'IT, il faut qu'on se parle. Et c'est pas si compliqué que ça. Donc pour reprendre effectivement un sujet qui est vraiment dans l'air du temps, notamment dans l'écosystème Apple, pour faire un petit peu écho au Frog Design, donc le RGPD et la privacy qui commence à nous occuper, mais qui va vraiment un sujet de long cours pour les prochaines années, qui va véritablement changer le paradigme de toute notre industrie, faut retenir en fait quelque chose qui parle beaucoup au système Apple, c'est less is more. Alors quelques mots sur moi, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là? En fait comme Guillaume l'a dit, il a un peu inventé le truc, moi je suis tombé dans le Mac tout petit, il y en a un qui est arrivé à la maison, je crois que ça devait être en septembre ou octobre 84. Depuis ce jour-là, je me dis, mais c'est génial, quoi, ça va être ma plateforme. Alors après, il a fallu bien gagner sa vie, donc j'ai commencé par du téléphone comme tout le monde. Puis c'était un peu le début du numérique, d'Internet. Et à 3 h du matin, je reçois un petit mail d'un certain Xavier Miniteliste qui me dit tiens, essayons de penser un peu différemment. Donc, en plus, c'était une boîte qui était géniale puisqu'on venait avec nos propres bécanes. Donc, en l'occurrence, je dis oui, je veux bien venir, mais moi, je reste sur Mac. Il me dit ok. Voilà. Mais par contre, il faudra que tu fasses la Freebox. Voilà. Mais aussi, Free, si on connaît tous les Freebox, les Free Mobile, c'est aussi également un des principaux opérateurs d'infrastructures numériques, à l'heure où on parle effectivement de souveraineté numérique, c'est très important. Vous connaissez tous un acteur en 3 lettres, mais il y a aussi également tout le back-office de Free, qui est le deuxième hébergeur français. C'est aussi la petite fusée Free Mobile, sur laquelle on s'était quand même bien marré. Et comme en tant que client, prescripteur, je n'étais pas super satisfait de l'offre de service des avocats. Je trouvais que ils avaient un peu de mal à comprendre comment fonctionnait le monde du numérique, comment fonctionnait une start-up. Ils se réveillent le matin en nous faisant croire qu'on est en danger de mort, alors que quand on est entrepreneur, on prend des risques, calculés, mais on prend des risques. Donc je passais mon temps à taper du sucre, à casser du sucre sur le dos des avocats, jusqu'au jour où le barreau est venu me voir en disant écoute, on te rappelle que tu es juriste, juste fais-le. Et c'était un beau challenge, et donc je suis un jeune avocat depuis maintenant 3 ans sur ces sujets numériques, privacy, et véritablement orienté sur le conseil en entreprise, vraiment avec une approche à l'anglo-saxonne, parce qu'effectivement en France, alors peut-être nous, notre profession, on en a peut-être une responsabilité en n'ayant pas su développer un modèle économique à destination des entreprises du numérique ou des petites entités, par rapport par exemple aux experts comptables. Mais clairement, il faut qu'on soit dans une approche où on essaie d'anticiper les problèmes en amont. Et c'est véritablement quelque chose qui parle un peu à l'écosystème d'Apple, où effectivement les choses sont très carrées, mais on a de la visibilité sur lequel il y a très peu de surprises. Et donc, si on fait sur du conseil, clairement, on va pouvoir y aller. Alors, quand Guillaume m'a parlé un petit peu de quoi tu pourrais causer, je dis, mais attends, Apple, c'est quand même le champion de la privacy, donc on va passer un peu, pour ceux qui ont le détail, mais en fait, finalement, on est tous des survivants. La plupart d'entre vous qui ont commencé, on a quand même survécu à ça, moi aussi. Puis après aussi à ça, c'est-à-dire un changement d'OS, mais en gérant effectivement l'historique. Puis aussi un changement de plateforme matérielle, enfin plusieurs même. Il y a eu le 68K, il y a eu le PowerPC, Intel, et puis peut-être une nouvelle plateforme qui va pas tarder à arriver. Et au final, quelque chose qui est assez prégnant dans cet écosystème par rapport à d'autres écosystèmes. La privacy, l'intimité de la vie privée, c'est quand même une attente assez forte chez Apple, et pas depuis parce que c'est à la mode en ce moment. C'est véritablement dans l'ADN de la boîte et de l'écosystème qu'elle essaye de diffuser à ses développeurs. À tel point que ça y est devenu maintenant un véritable argument publicitaire. Et même si l'idole de Guillaume le dit, voilà, quoi, c'est vraiment quelque chose. Voilà. Donc, clairement, on a les bases qui sont posées. C'est quelque chose qui va nous parler parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'Apple attend de vous, en tant que développeur, en tant que consultant, de commencer à avoir d'emblée dans votre réflexion cette approche-là.
Parce que, globalement, on ne va pas se mentir, hein, le numérique, moi le premier, quand je vois ça, enfin, typiquement là, bon, on dit que c'est le début là sur le code SSI, mais bon, voilà. Mais globalement, moi quand j'interviens un peu en entreprise, c'est un peu ça, quoi. Oui, regardez, c'est le numérique, c'est cool, une bonne table, un café, des ordi, une connexion, et hop, c'est parti, on lance le projet, des frais de structure légers, on va pouvoir se focaliser sur nos business plans, puis regarde mes slides, oui je sais, mon écran il est éteint, mais c'est pas grave. Ouais, parce que dans la réalité, c'est un peu ça, on va pas se mentir aussi. T'inquiète, wow, les gars, le juridique et la SSI, t'inquiète, je gère. Mes petits camarades tout à l'heure se chargeront de faire une petite piqûre de rappel. Non, c'est véritablement quelque chose qu'il faut intégrer d'emblée. Ouais, mais bon, en fait, il faut quand même quelque chose à savoir. Le numérique, la SSI et la privacy, c'est quand même tout un tas d'obligations spécifiques qui sont bel et bien réelles, même si vous êtes dans du virtuel. Et donc, le truc, les connaître, ça ne veut pas dire nécessairement les maîtriser sur le bout des doigts, parce que sinon vous allez tuer mon métier. Mais les connaître dans leur globalité, c'est-à-dire que ça devienne un réflexe, les anticiper, ça va vous permettre de gagner en compétitivité, en résilience. Et pas de panique, c'est à la portée de tout le monde, tout est question de méthode. Alors la base, quand on fait du numérique, quand on fait de l'immatériel, dans une économie de l'immatériel, l'innovation et tout ce qui tourne autour de la donnée, c'est un actif stratégique. Il n'y a pas à tergiverser. Et comme tout actif stratégique, ça se protège. On ne se pose pas la question sur les flux financiers, c'est-à-dire qu'on met en place un contrôle de gestion et autres. Sur le numérique, sur la data, sur la sécurité, la privacy, c'est un actif stratégique et il faut d'emblée l'intégrer, non pas en tant que centre de coût, c'est-à-dire que la variable d'ajustement du projet, non, ça doit être en amont. Et donc on ne protège efficacement que si on connaît les grandes lignes et on responsabilise. Très important la responsabilisation et on y viendra tout à l'heure par la suite sur RGPD Privacy. C'est-à-dire qu'on documente l'existant, on se forme sur les nouveautés, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, et on s'assure que tous les collaborateurs clés du projet partagent cette vision, en les responsabilisant, en les incentivant, etc. Donc, là aussi, comme ce que nous apprend le numérique, c'est que on n'est pas obligé de tout savoir sur le bout des doigts. Enfin, on est un entrepreneur, on n'est pas omniscient. Par contre, effectivement, il faut avoir le bon réflexe de dire « Ah, ça, je suis peut-être en faiblesse sur ça, mais je connais quelqu'un qui pourra, le cas échéant, me mettre sur la relation d'un tel ou un tel qui maîtrise ce secteur-là. » C'est-à-dire ne pas avoir la honte de solliciter un conseil extérieur, nous les avocats par exemple, mais le conseil en sécurité des systèmes d'information par exemple, ça doit devenir un réflexe aussi naturel que solliciter votre comptable. Parce qu'il y a quand même un cas d'école, Yahoo qui avait traité ses problèmes de SSI par-dessus la jambe, ça a coûté 350 millions de dollars aux actionnaires qui étaient très pressés de vendre. Donc c'est quand même quelque chose, espèce sonnante et trébuchante. Donc, pour revenir sur le sujet de l'intervention, donc le RGPD et Privacy, c'est quoi ? Ce sont des textes européens, donc des règlements. Donc, c'est-à-dire que ce sont des textes qui s'impliquent d'autorité par rapport au précédent texte qui était des directives, et donc il fallait des textes de transposition nationale. Et donc, qui dit transposition nationale dans 28 pays, il y en a toujours un qui essayait de mettre sa petite sauce. Et donc, au final, on parlait de marché unique, mais on avait autant de spécificités sur l'implémentation qu'il y avait d'États membres. Donc, ce n'est pas véritablement par rapport au marché américain ou au marché asiatique où on a effectivement une approche un peu plus cohérente en termes de surface de marché. Là, c'était un peu dommage. Donc là, avec un règlement, c'est quand même pas mal parce qu'on va fixer tout un tas d'obligations et de bonnes pratiques en disant « Hop, voici le socle minimal ». C'est quand ? Ça fait 1 an pour le RGPD, c'est entré en vigueur, enfin c'était un texte de 2007, mais on avait 2 ans pour s'y faire. Donc c'est entré en vigueur pour le RGPD depuis l'année dernière. Et pour e-privacy, c'est-à-dire le RGPD c'est le texte général, et e-privacy c'est la déclinaison du RGPD sur tout ce qui est numérique, au sens large. Et bon, ça c'est un texte dont les négociations patinent un petit peu, mais pas de panique, ça finira par arriver parce qu'en attendant, le RGPD est déjà là. Alors c'est pour qui ? Et là aussi, c'est très important dans le secteur qu'est le nôtre, où on parle effectivement beaucoup d'asymétrie, de concurrence entre des acteurs qui sont extra-européens et qui donc ne sont pas soumis à ces règles-là et qui donc quelque part vous avez des distorsions de concurrence. Là, avec le RGPD et Privacy, on change totalement de paradigme, c'est-à-dire qu'on part du principe du consommateur. Vous ciblez un consommateur européen au sens large, c'est-à-dire que aussi bien pour ses besoins personnels que professionnels. Et bien donc, même si vous n'êtes pas européen, vous êtes soumis au RGPD et à Privacy. Et donc, quelque part, à partir du moment où vous ciblez ce marché européen, le socle d'exigence minimale est commun à tout le monde. Donc, quelque part, on rétablit une équité en matière de concurrence en termes de développement et d'innovation.
C'est-à-dire que, quelle que soit la nationalité ou le lieu d'établissement de l'acteur, dès lors qu'on cible un consommateur personnel ou professionnel au niveau européen, on est concerné par ces obligations. Donc, on a enfin un socle minimal de règles qui sont les mêmes pour tout le monde à la lumière du marché. Est-ce que ça va coûter cher? Alors ça, oui, effectivement, c'est les vendeurs de solutions qui vous font croire que vous êtes en danger de mort en disant que, oh là là, va falloir des adaptations. Alors ça a peut-être été un peu mal vendu, enfin le marketing par la peur, malheureusement, a toujours marché. Néanmoins, non, ce sont des textes qui sont profondément pro-business. C'est-à-dire que ça peut vous rapporter beaucoup si vous jouez le jeu. C'est-à-dire que vous allez monter en compétence, ça va vous forcer et vous amener à cartographier votre récit, enfin des choses qu'on n'avait jamais eu le temps de faire parce qu'on avait tous le nez dans le guidon. Mais si on prend le temps de faire le pas de côté, le cas échéant, avec un intervenant extérieur qui peut effectivement piloter le sujet, vous allez gagner en efficacité, en termes de procédure. Et donc, c'est de l'efficacité, c'est de la réactivité, c'est de la compétitivité dans un contexte où, notamment, Apple pousse véritablement à une obligation de résultat sur ce sujet-là. C'est loin d'être neutre. Par contre, une certitude. Le RGPD ou e-privacy, ça va être comme un contrôle fiscal. C'est-à-dire qu'on a statistiquement 100% de chance de s'en taper un dans votre vie, mais on ne sait pas quand. C'est-à-dire que sur RGPD ou privacy, si vous ne jouez pas le jeu, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires parce que dans le cas d'une entreprise, c'est le montant le plus élevé qui est reconnu. Alors pour l'instant, on voit qu'il y a une petite montée en régime, mais regardez ce que commence à se prendre Google, c'est loin d'être neutre. Donc à l'échelle effectivement d'une start-up, on ne regardera pas, c'est-à-dire que on dit mais voilà, c'est le marché que vous visez, donc moi je prends le calcul par rapport au marché et pas par rapport à votre au chiffre d'affaires que vous escomptiez par exemple sur ce produit ou sur cette app ou sur ce service-là. Alors oui, comme je disais, c'est des textes profondément business parce que on a enfin sur le marché européen des règles du jeu identiques pour tout le monde. Donc ces principes-là s'appliquent à tout le monde, même si votre concurrent n'est pas européen. C'est-à-dire que on a sur la base de ces textes-là, le cas échéant en couplant ça avec les procédures nationales, mais on a vraiment des fondements juridiques pour faire cesser des distorsions de concurrence avec des acteurs ou des développeurs qui casseraient la privacy pour effectivement gagner des marchés. Donc clairement, ces règles-là peuvent effectivement te servir de moyen. C'est aussi très important, comme c'est un texte aussi pro-business, avec une approche que moi personnellement j'aime beaucoup, qui est un peu le marché allemand, où tout le monde se tient mutuellement entre donneurs d'ordre et sous-traitants. C'est-à-dire qu'on a des véritables relations de partenariat. Et le RGPD et la privacy sont aussi dans cette logique-là. Qu'on sorte de cette logique de client-fournisseur. Moi, client, ça y est, je t'ai confié le marché, j'ai fait signer le chèque, c'est plus mon problème. Non, avec RGPD et privacy, ça devient le problème de tout le monde. C'est-à-dire que ce projet-là, il va falloir le faire vivre, il faut qu'on se parle, et on a des textes, et le cas échéant avec des juridictions, enfin avec des procédures au niveau français, je pense notamment aux référés, qui loin d'être affamantes dans la vie des affaires, sont un bon moyen lorsqu'on sent que ça part dans le décor, faut que je remette là sinon le Larsen va arriver, lorsqu'on sent que ça part dans le décor, de se remettre autour d'une table pour parler, pour essayer d'avancer, et au final, construire quelque chose et gagner en compétences. Ah, pas là non plus aussi. Oui, parce qu'effectivement, sur le RGPD, les privacy, on passe d'une logique où c'était très français ça, où effectivement il fallait justifier sa conformité a priori, c'est-à-dire remplir le formulaire à 38 bis, doublement tamponné et avec 4 niveaux de conformité, donc qui en pratique était une prime aux grosses structures qui pouvaient se permettre d'avoir des gros bureaux d'études et autres pour gérer cet aspect de conformité. Là, non, on a quand même quelque chose où on allège les formalités administratives, donc terminer le formulaire à 38 bis, c'est-à-dire qu'on vous dit, ben voilà les règles du jeu, voici, elles sont ce qu'elles sont, c'est les mêmes pour tout le monde, libre à vous de les appréhender, voilà, elles sont là. Il y a de la souplesse, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, il y a de la souplesse dans la mise en œuvre. C'est-à-dire que le RGPD n'est pas un texte ou l'e-privacy sont des textes qui savent pertinemment bien que le risque zéro sur ce sujet-là n'existera jamais. Parce qu'il faut que ça plante pour qu'on puisse progresser. Par contre, effectivement, ça demande qu'on soit efficace, une certaine obligation de résultat sur l'organisation. Donc ce sont plus des tests d'organisation que des textes historiques où il fallait qu'on ait une obligation de résultat, mais sans se soucier des moyens. Et donc une certaine souplesse dans la mise en œuvre, sachant que on mise un petit peu sur la bonne foi. Donc dit autrement, si effectivement vous jouez au con,
les autorités, vous les aurez sur votre chemin. Donc sur les grands principes du RGPD et privacy, vous avez beaucoup entendu parler de ce principe un petit peu de consentement préalable, les fameuses cases à cocher. C'est peut-être un des éléments, mais il y en a d'autres, on va les voir. Donc le premier truc, c'est lorsque vous faites un traitement de données, sachant que c'est les données au sens large, hein, c'est-à-dire que dans l'ancien système, on parlait de données personnelles ou données privées. Non, là, ce sont des données tout court. Donc, tout traitement de données doit être licite. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Alexandre, oui. Je tiens une petite pause. On va passer le micro parce qu'effectivement, Glarsen est un peu difficile à gérer. D'accord. On va passer au micro à main, malheureusement, c'est moins pratique, mais voilà. Voilà. Et par contre, il faut l'activer. C'est bon. Alors, vous entendez, c'est bon? Alors, on reprend. Donc, comme ça, on va pouvoir bouger, c'est bien. Donc, sur les grands principes, donc le traitement doit être licite, c'est-à-dire qu'il y a une finalité et autres. On verra par la suite. J'entends ma petite télécommande. Doit être aussi loyal, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre l'utilisateur en loose day en disant ben voilà, je te vends une finalité, mais au final, c'est open bar sur d'autres éléments. Ça doit être transparent. Donc, c'est effectivement peut-être, alors là-dessus, on a encore tous collectivement un gros effort à faire en termes de présentation d'informations, parce qu'effectivement, si on en met trop, ben, au final, ça devient anxiogène, mais ça doit être transparent. Donc, c'est-à-dire qu'on peut dire les choses de façon complète, mais tout en étant simple. Pour l'instant, on est encore plutôt sur la complexité, mais une nouvelle fois, c'est un texte sur lequel on apprend en marchant. Les finalités du traitement, et ça va être très important pour vous, développeurs, doivent être limitées. C'est-à-dire que d'emblée, il faut concevoir l'application, le service ou le traitement en disant je sais pas de la pêche au c'est pas de la pêche au chalut, comme le font les Américains en disant mais filez-moi toutes les données, puis finalement dans le tas je ne prendrai que ça. C'est plutôt l'approche Apple en disant je ne demande ces données-là parce que j'en ai besoin. Les autres, ça m'intéresse pas. Bien évidemment aussi des données qui doivent être minimisées et exactes, ça va sans dire, parce que bon, bah, si la donnée c'est un actif stratégique, autant faire en sorte que ça soit à jour, dont la conservation est réduite dans le temps, enfin de la conservation de manière à la rattacher à un utilisateur final, c'est-à-dire que statistiquement ça peut faire sens de pouvoir les conserver pour pouvoir faire du débugage ou autre, mais est-ce que ça fait sens de la rattacher obligatoirement à un utilisateur final? Oui, Google va vous dire que, et Facebook vont vous dire que oui, ça fait sens. Apple dit non, moi ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse d'un point de vue macro, mais de savoir que ce soit Alexandre Archambault qui était à l'origine de cette donnée, au bout de certains temps, non, moi ça m'intéresse plus. Et bien évidemment, on doit assurer l'intégrité et la confidentialité, non seulement de la collecte, mais de tout le cycle, c'est-à-dire le traitement, le stockage, l'archivage. Alors, la licéité du traitement, ben voilà, c'était la première base à la licéité du traitement, mais ce n'est pas la seule, c'est l'utilisateur a consenti au traitement. Donc c'est la fameuse case qu'il faut cocher pour vous engager sur les 35 prochaines générations. Oui, peut-être, mais ce n'est pas la seule condition et qui explique un petit peu les petites incompréhensions qu'on peut avoir chez certains utilisateurs, parce que qui dit oui, mais moi je n'ai pas consenti aux données, et comment se fait-il que vous manipulez ça? Parce qu'il y a d'autres fondements aussi nécessaires à l'exécution d'un contrat et d'un service. Typiquement, nous, quand j'étais opérateur télécom, bah, je n'allais pas vous demander individuellement s'il fallait la permission que vous me donniez votre numéro de téléphone ou votre adresse IP, parce que j'ai besoin du numéro de téléphone et de l'adresse IP pour pouvoir livrer des communications téléphoniques et délivrer des paquets. Si je n'ai pas l'autorisation, bah, je ne peux pas fournir le service. Donc clairement, c'était des éléments sur lesquels on avait besoin pour pouvoir fournir le contrat ou délivrer le service. Ou, dans certains cas, nécessaire à l'accomplissement du respect d'une obligation légale, typiquement le secteur financier. Vous n'avez pas besoin, enfin votre banque ne vous demande pas à chaque transaction si vous êtes d'accord pour l'historisation, parce qu'elles ont cette obligation légale de pouvoir tracer et historiser et archiver toutes les transactions financières. Là aussi pour le secteur de la santé, nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une personne de son entourage, ou pour celles et ceux qui travaillent avec le secteur public, par exemple, un exemple tout simple, là, c'est avec la réforme du stationnement dans les collectivités, globalement, votre plaque d'immatriculation est demandée pour pouvoir gérer, le cas échéant, le forfait de post-stationnement. On est clairement, vous n'avez pas consenti à ça, mais on est clairement dans ce cas-là, nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public. Et là aussi, lorsque c'est nécessaire, et ça, c'est l'IS-card de nos amis Facebook et Google, qui disent oui, mais c'est nécessaire aux intérêts légitimes que je poursuis moi en tant que responsable de traitement. Oui, mais simplement, c'est que ces critères-là va être apprécié par les autorités de contrôle des données personnelles
à l'aune d'un critère, ce qu'on appelle de proportionnalité. Est-ce que vous avez besoin de faire de la pêche au chalut parce que vous exploitez un moteur de recherche, c'est l'approche Google ou Facebook, ou effectivement, est-ce que Apple, qui ne demande que très peu de données, est fondé à ça, et en invoquant cet élément-là. Alors, le consentement sur l'utilisateur, il doit être préalable, libre et loyal. C'est-à-dire que les modalités doivent être exposées le plus possible en amont, de façon suffisamment claire, c'est-à-dire intelligible, idéalement par un gamin de primaire. Et en cela, on peut s'inspirer de ce que font nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on peut le faire de façon claire, sans nécessairement être dans du texte, on peut le faire sous forme de data vis et autres, c'est-à-dire que ça peut être compréhensible. D'autres cas aussi, on dit « Ah oui, mais si vous n'avez pas coché la case, bah, finalement, je ne pourrais pas vous délivrer le service, c'est embêtant ça. » Au niveau de la réglementation européenne, et donc qui s'applique en France, c'est déloyal. C'est déloyal parce que, dans ce cas-là, ça s'appelle du chantage. Il faut que ça résulte aussi d'une action positive de la personne concernée. Donc terminer les cases précochées et qu'il fallait décocher quand ça ne nous intéressait pas. Là, on change le système, il faut que ça soit une action positive de l'utilisateur final. Quand on dit utilisateur final, comme je disais, c'est aussi bien pour ses besoins personnels que pour les besoins professionnels. Typiquement, prenons un exemple. Au niveau des ressources humaines, le fichier d'accès au parking sur la base des immatriculations, on est dans de la donnée personnelle. Oui, mais une immatriculation, c'est un véhicule. Oui, mais dans le véhicule, il y a des collaborateurs. Donc, hop, c'est de la donnée personnelle et que donc, du coup, effectivement, il faut qu'on ait si on demande le consentement, il faut que ça soit loyal et tout ça. Donc là aussi, comme je disais, une information qui doit être éclairée, sous forme éclairée et simple. Et ce consentement nouveauté, par rapport à l'ancien système, c'est qu'il peut être retiré à tout moment, sans que le consommateur ou l'utilisateur ait à le justifier. Donc, ça veut dire qu'il faut intégrer ça en amont dans tous les développements systèmes et applications, puisqu'il doit être fait de façon aussi simple que pour récolter les données. C'est-à-dire que pour récolter, on a tous fait l'expérience, hein, quand on récolte les données, on peut le faire en ligne, mais quand il faut résilier, enfin, il faut les retirer, il faut envoyer en recommandé, tamponné, en quadruple exemplaire, etc. Là, clairement, avec le RGPD Privacy, on devient sur une manœuvre qui est déloyale. Donc, ça veut dire que lorsque vous commencez à réfléchir sur le design d'un système d'information, d'une application et autres, il faut prévoir le fait qu'il y ait le petit bouton « Je retire mon consentement », puisque, par définition, l'inscription est super facile, donc il faut que le retrait puisse l'être tout autant. La problématique des mineurs, puisque on a pu voir que le RGPD fixe à 16 ans le seuil en deçà duquel l'avis des parents, en laissant quand même une petite marge de manœuvre. Donc ça peut, dans certains pays, être à 13 ans. Nous, en France, on est plutôt sur la limite des 16 ans. Parce que là aussi, c'était une petite marge de manœuvre qui avait été laissée au niveau national. Donc ça aussi, pour ceux qui font des réseaux sociaux et autres, intégrer ça parce qu'effectivement, chaque pays a sa règle d'implémentation en matière des mineurs. Alors ça aussi, on va rentrer dans le cœur du sujet, ce qu'on appelle beaucoup, et quelque chose qui parle beaucoup à l'écosystème Apple, le Privacy by Design. C'est quoi? Ça veut dire que d'emblée, il faut intégrer ça en amont dans la conception ou l'évolution de votre service, de votre application, de votre système d'information. Il faut limiter autant que possible que ça soit open bar sur les données qui sont collectées. Parce que sinon, au final, on va avoir de la diversité. La diversité, c'est très bien, mais au final, il n'y a que Google qui est capable de l'exploiter et on peut voir que ça peut partir très vite dans le décor. Donc, en minimisant, en limitant dès le départ le nombre et la nature des données non seulement collectées, mais aussi également traitées et enregistrées. C'est-à-dire qu'on réfléchit sur tout l'ensemble du cycle de traitement de la donnée. Donc favoriser autant que possible les menus déroulants ou les cases à cocher plutôt que les zones en commentaire libre. C'est restreindre, là aussi pour ceux, et là mes petits camarades qui interviendront par la suite vous l'expliqueront bien mieux que moi, mais restreindre au maximum les droits d'accès et sur les opérations, à la fois sur la consultation et sur les opérations de qualification, d'enrichissement, de traitement. C'est un peu, si on prend un parallèle, comme on connaît dans le monde de la défense avec le secret défense, c'est pas parce que je suis habilité que je peux être open bar sur tout. Il faut qu'on justifie ce qu'on appelle le besoin d'en connaître. Est-ce que lui est pertinent pour traiter cette information dans le cadre de ce projet-là? Clairement, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, ne pas hésiter à compartimenter les traitements, bien évidemment en les historisant, que ce soit pour l'accès, les modifications, les extractions, parce que le jour où ça part dans le décor, on a accès tout de suite à l'information et on évite un temps précieux, parce que là, plus souvent, lorsque ça part dans le décor, on essaie de savoir qui a fait quoi,
Et on perd un temps précieux parce que pendant ce temps-là, il y a l'incendie qui continue de plus belle. Si on a cette information-là qui est exploitable quasi instantanément, on a tout de suite les éléments pour réfléchir à tête reposée, pour éviter d'être en mode panique et pour pouvoir colmater la brèche dans un premier temps sans faire de très gros dégâts. Là aussi, et ça c'est quelque chose qu'Apple pousse beaucoup en disant, ben voilà, vous avez peut-être besoin pendant le cycle initial que les données, on puisse les rattacher à un utilisateur ou un consommateur, mais après vous avez peut-être besoin de ces données-là à des fins statistiques. Est-ce que ça fait sens de la rattacher à un utilisateur? Moi j'estime que non. Donc faites en sorte que, passé le moment où ça y est, vous n'avez plus besoin de les traiter pour les rattacher à un utilisateur, elles soient pseudonymisées. C'est-à-dire que on ne les rattache pas directement à un utilisateur final, au moins dans un premier temps. C'est-à-dire que si le jour où la base se balade dans la nature, il faut partir du principe que ça va arriver, parce qu'une nouvelle fois, le risque zéro n'existe pas. On tombera toujours sur quelqu'un de plus futé que vous en termes de sécurité. Mais le jour où la base se balade dans la nature, vous limitez un peu les dégâts. C'est-à-dire qu'on a une base qui est qualifiée peut-être, mais il n'y a que vous qui êtes en mesure de pouvoir la rattacher à un utilisateur final. Donc pour l'utilisateur final, l'intimité de sa vie privée est garantie. Et donc il montre que quelque part, vous avez respecté cet objectif-là. Là aussi, trop de données tue la donnée. Comme nous apprend un peu le monde Unix, appliquer un mécanisme automatique de purge des données lorsque c'est plus nécessaire, quoi, puisque au départ on dit oui, ça y est, je le fais moi-même, puis après tellement de données, enfin on croule sous la donnée, puis au final on a des traitements qui continuent à tourner, et le jour où il y a un contrôle, on dit tout s'est fait rien, on dit oula, ça tournait tout seul dans son coin. Non, il faut véritablement intégrer, d'où l'aspect cartographie, qui vous permet, le cas échéant, de dire oula, ça je l'avais pas vu, mais effectivement ça tourne tout seul dans son coin, bon on va le traiter. Et surtout, alors là on n'insistera jamais assez, documenter. Parce que trop souvent, lorsqu'on arrive sur ce genre d'incident, c'est oui, les procédures elles sont dans la tête, oui, mais clairement le jour où tu n'es plus là ou tu es à l'autre bout de la Terre, on fait comment? Non, le très important, est-ce que le RGPD et Privacy, un des principales obligations, c'est pas tant la conformité, c'est montrez-nous que ça y est, vous connaissez votre business et quels sont les docs. C'est peut-être fastidieux au départ, mais vous allez voir, le jour où ça part dans le décor, on gagne un temps précieux et qui est vital. Alors, les droits de la personne concernée, donc l'utilisateur qui peut être aussi bien pour ses besoins personnels que pour ses besoins professionnels. Donc on renforce l'information préalable sur l'étendue des droits, c'est-à-dire que les finalités du traitement, et ça Apple là-dessus est très réglo par rapport à d'autres acteurs, et donc attend de son écosystème qu'on suive un petit peu tout ça, parce que justement ils exigent une cohérence, et ce qui fait que justement ça permet de délivrer une expérience utilisateur uniforme, homogène, donc les finalités doivent être clairement et loyalement exposées. Vous garantir aussi le fameux droit d'accès et de rectification, qui, comme je vous disais, doit être aussi simple à exercer que la collecte. On a la consécration du droit à l'oubli, qui était à l'origine une création un peu jurisprudentielle, mais qui a été consacrée par le RGPD et la Privacy, c'est-à-dire que l'utilisateur s'est dit non mais moi ça m'intéresse, enfin j'estime que moi ça ne fait plus sens que vous collectiez ces données-là, hormis effectivement les autres cas qu'on a pu voir, typiquement l'intérêt légitime ou l'obligation légale, mais uniquement que c'est sur un aspect commercial, il n'y a pas à tergiverser, on doit respecter son choix. Et aussi très important, parce qu'après trop souvent dans l'ancien système on était sur un système de responsabilité un peu en cascade où ça y est on transmettait la patate chaude, oui c'est moi qui avais récolté les données mais c'est pas moi qui finalement parce qu'effectivement c'est un autre qui a racheté le fichier ou qui a eu accès, donc voyez avec lui. Au niveau du RGPD et Privacy, l'obligation principale pèse sur celui qui a collecté la donnée, et donc il y a un système de responsabilité en cascade, ce qu'on appelle un droit de suite sur l'ensemble des traitements, donc très important. Vendre un fichier ou mettre à disposition une base, ça engage, voilà, c'est une grande responsabilité là-dessus, puisqu'on va devoir effectivement cartographier les flux pour pouvoir prévenir et transmettre le cas échéant l'opposition. Là aussi, pour l'instant, on est encore très en amont, mais ça va être un formidable levier d'activité, puisqu'on a pu le voir sur d'autres marchés, notamment le mobile, si Free Mobile a pu bien marcher, c'est que globalement, en 2 minutes, on peut changer d'opérateur. Pourquoi? Grâce à la portabilité. Eh ben, le RGPD et Privacy ont un petit peu, peut-être c'est une utopie, mais l'Europe est une très belle utopie, en disant, ben voilà, si on a une véritable portabilité des données, on va effectivement peut-être avoir un moyen de se libérer de l'emprise de ces grands acteurs de l'Internet et stimuler l'innovation par des offres alternatives. C'est-à-dire que si les offres alternatives sont toujours confrontées à cette problématique de la valorisation de la donnée existante, il y a une grosse barrière à l'entrée.
Voilà, donc pour l'instant c'est encore très en amont parce que tout reste à faire. Comme je vous dis qu'effectivement le RGPD Privacy, c'est quelque chose qui va nous occuper pour les 10-15 prochaines années, c'est fabuleux parce que on a effectivement de la visibilité là-dessus. Et comme je vous le disais, une obligation de résultat sur le traitement des demandes formulées par les utilisateurs, parce qu'auparavant c'était au petit bonheur la chance. C'est-à-dire qu'on envoyait un mail, puis bon, il tombait dans une chaîne de traitement. Donc voilà. Non, là, on va encadrer au maximum les délais de réponse, c'est-à-dire que vous avez une obligation de résultat. Donc là aussi, prévoir dans le système d'information et les applications et tout ce qui va avec, des petites alertes qui vont bien, parce qu'en un mois maximum, ça doit être traité. Avec une obligation de motivation des décisions de refus, et lorsque ça part dans le décor, ce qui auparavant était facultatif, non, il y a une obligation, c'est de notifier les autorités de protection des données. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé hier ou avant-hier avec WhatsApp. Ça a été notifié à l'autorité de protection irlandaise. Voilà, la portabilité, on va passer rapidement parce que voilà, c'est-à-dire que tout reste à faire, mais on fait en sorte que ça soit uniquement les données de la personne physique brutes, c'est-à-dire que toutes les données enrichies ou qui sont générées par l'activité, sur lesquelles vous avez peut-être une valeur ajoutée, par exemple les graphes relationnels, les data viz, etc. Non, là, c'est pas couvert par la portabilité. C'est gratuit, mais là aussi, avec quelque chose qui permet d'éviter les abus, typiquement pour éviter que vous fassiez pomper votre base sous prétexte de faire jouer le droit à la portabilité. Et à terme, c'est un peu ce que je recherche les autorités, on aura peut-être des offres d'intermédiation en matière de pouvoir gérer effectivement la portabilité, comme ça a été le cas sur d'autres systèmes par exemple. Alors, très intéressant pour aussi, je l'évoquais tout à l'heure, dans l'activité, c'est une véritable relation de partenariat entre le responsable de traitement, donc celui qui assume la responsabilité vis-à-vis de l'utilisateur final, et le cas échéant, ses sous-traitants. C'est-à-dire qu'on sort d'une logique simple client-fournisseur, tiens, je te transmets la patate chaude. Non, on est dans une logique maintenant désormais de co-responsabilité sur l'ensemble des éléments. Et comment, alors pour nous c'est génial en tant que juriste et avocat, parce que comment on va régler ça? Par le contrat. Et que donc effectivement, c'est des éléments qu'on doit remonter le plus possible dans le contrat, sous le cas échéant avec les annexes, pour pouvoir sans nécessairement rentrer dans le détail, parce qu'une nouvelle fois, il faut qu'on laisse suffisamment de souplesse pour pouvoir réagir, parce que si on doit changer, mettre un avenant à chaque fois qu'il y a un nouveau protocole, on ne va jamais s'en sortir, mais au moins poser les grands principes de la relation en matière de collaboration. Donc c'est-à-dire que le responsable de traitement, et donc vous en tant que sous-traitant, vous avez matière à aller voir le responsable de traitement en disant non, là tu es trop générique là-dessus, je ne peux pas naviguer à vue, tes consignes sont trop vagues. Non, effectivement, le responsable de traitement, sa principale responsabilité, c'est de poser le décor de façon suffisamment intelligible et claire, loyale, avec son sous-traitant. Documenter clairement l'organisation, les mesures de sécurité, les modalités d'effacement. Et là aussi, comme je vous le disais, si jamais ça part dans le décor, c'est-à-dire que voilà, le responsable, le client, il s'est fait racheter et comme dans toutes les boîtes qui se font racheter, on essaie de casser les contrats existants en y allant au pourrissement. Là, non, on dispose de moyens juridiques pour dire vous êtes gentil, mais là on se remet autour de la table parce qu'on a un projet commun sur lequel on engage notre responsabilité vis-à-vis des utilisateurs finaux. Non, on ne peut pas se retrancher derrière son petit doigt en jouant la pourriture. Et donc au final, vous avez aussi un moyen, parce que sinon, si jamais ça part dans le décor, vous perdez du temps sur les mesures pour pouvoir essayer d'avancer au détriment des développements. Alors que si d'emblée, on se remet autour d'une table, le cas échéant, avec des actions juridiques précontentieuses, alors oui, c'est peut-être des honneurs d'avocat, mais au final, en quelques semaines, on se remet autour de la table et on retravaille. Et notamment, quand on sait ce que ça peut coûter un développeur, c'est un investissement. Si on le fait travailler pour rien, parce que pendant ce temps-là, le contrat patine, c'est dommage. Donc là, clairement, on gagne en productivité. Alors, comme je vous disais, c'est un levier d'activité, et notamment dans l'écosystème Apple, et au niveau européen par rapport à des acteurs qui sont un peu plus rétifs, c'est une attente de plus en plus forte des consommateurs. Et on le voit notamment chez pas que les consommateurs européens. Clairement, Apple, sur son marché national, on fait clairement un facteur différenciant. Donc les consommateurs américains commencent aussi à être éduqués en disant wow, c'est quand même pas mal ce qu'ils font en Europe, là. Et nous aussi, on veut pareil. Puis si jamais on n'a pas ça, on va aller voir des acteurs européens. Donc, ce qui était historiquement un centre de coût, il faut vraiment intégrer ça. Ça devient un actif stratégique. C'est quelque chose qui vous permettra de vous différencier, non seulement vis-à-vis de l'utilisateur final, des consommateurs, mais aussi également entre concurrents. Le privacy by design, ça va vous rendre plus efficace et résilient. Donc, pour reprendre le slogan cher à Apple du Fog Design, less is more, parce qu'on diminue l'exposition au risque
La cartographie, enfin toutes ces bonnes procédures, des bonnes pratiques que vous allez cultiver, va vous permettre de gagner en réactivité, monter en compétences et de rebondir plus facilement le jour où ça partira dans le décor, parce que ça partira un jour ou l'autre dans le décor. Et c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à invoquer lorsque vous faites des levées de fonds ou par rapport à vos partenaires, qui vous posent, pour eux c'est totalement normal que vous sécurisiez les flux financiers, etc. Moi, mon actif stratégique, regardez, monsieur le banquier, monsieur le financier, comment je le protège et je le valorise. Alors, ça aussi, comme on a pu le voir sur le mobile, la portabilité va vraiment fluidifier le marché, aussi bien sur le marché aval que sur le marché amont. C'est-à-dire que les prescripteurs vont être de plus en plus demandeurs de solutions qui vont permettre de fluidifier leurs offres. On n'y est pas encore, mais le RGPD Privacy prévoit un système de certification. Donc pour l'instant, ça se met en place, mais ça sera quelque chose qui permettra de dire, regardez, j'ai le petit label qui va bien, ça valorise quelque part les investissements que vous aurez menés en amont. Et très important, parce qu'on est tous dans un monde, on est tous sous-traitants de quelqu'un d'autre, où on était un peu pressurisé par le donneur d'ordre. Non, là, clairement, on retourne un petit peu sur un pied presque d'égalité, puisque le sous-traitant, on peut faire d'une obligation, c'est-à-dire que le sous-traitant a aussi une obligation de conseil vis-à-vis du donneur d'ordre, on peut en faire une opportunité, puisque c'est quelque chose que vous pouvez valoriser. C'est pas parce que c'est une obligation que ça doit être gratuit. Il y a un très bon truc qui dit, oui, voilà, si tu fais payer un incompétent, c'est pas cher, très bien, mais effectivement, le jour où ça part dans le décor, on sait ce que ça a coûté. Voilà. Parce qu'au final, et je conclurai là-dessus, tout est question de méthode. Parce que le premier truc, parce qu'on dit, oh là là, il nous a un peu assommé tout ça, là je suis en train de vous perdre. Non, enfin, c'est désigner effectivement dans votre organisation quelqu'un où ça va être un peu le pilote de tout ça. Alors soit c'est en interne, ou ça peut être aussi en externe, avec une chaîne de prestataires qui est en train de se mettre en place, le fameux DPO qui peut être internalisé ou externalisé. Deuxième étape, une fois qu'on sait à peu près qui fait quoi, on va cartographier pour mesurer un peu concrètement quel est l'impact de ces textes-là, tenir un registre. Alors c'est pas nécessairement un truc Excel imbitable, non, on peut faire quelque chose, c'est ça qui est bien quand on est développeur, on a de la souplesse sous la mise en œuvre, on peut faire ça avec quelque chose qui soit suffisamment souple pour se caler dans votre organisation. Et puis une fois qu'on a cartographié, je dis oh là là, ça prend l'eau de partout. Non, le RGPD n'est pas là pour dire il faut que vous régliez tout ça dans 15 jours. Non, vous pouvez prioriser. Si effectivement vous le motivez et vous le documentez, le jour où vous avez un contrôle, on ne viendra jamais vous reprocher d'avoir fait passer une tâche A par rapport à une tâche B en priorité. Parce que effectivement, non, on peut pas. Si on fait tout d'un coup, on le fait mal. Et c'est pas du tout ce que veut le RGPD Privacy. Après, c'est aussi gérer les risques. Parce que si les risques ne sont pas les mêmes sur un sujet, sur un dossier par rapport à un autre, et là aussi, on ne vous reprochera jamais de dire, voilà, sur les risques qui sont les plus élevés, j'ai effectivement poussé le curseur, et sur ceux que j'estime maîtriser, effectivement, je fais un peu plus confiance sur les procédures en interne. Donc là-dessus, la CNIL fait très bien les choses. Ils mettent à disposition un petit logiciel qui s'appelle PIA, qui est en open source, que vous pouvez scripter sur vos outils, qui permet effectivement d'automatiser un petit peu ce qu'on appelle l'analyse d'impact. Et là, c'est vraiment le fondement du RGPD, c'est l'organisation. Donc, c'est un moyen, aussi un très bon moyen pour l'entreprise en général, de revoir un petit peu son organisation pour être un peu plus souple, plus transparente, plus fluide, plus dans la confiance et la compliance, pour au final que tout le monde partage cet objectif-là. Parce que lorsqu'on a des collaborateurs qui s'appréhendent et partagent cet objectif, clairement, j'en parle vraiment en connaissance de cause. Dans ma précédente vie, on était une toute petite structure, mais on était ultra motivés par rapport à ça, parce que les enjeux nous avaient été clairement présentés, puis accessoirement aussi parce qu'on était incités au résultat. Clairement, non, on y va, quoi. Et surtout, très très important, documenter. C'est peut-être fastidieux en amont, mais une nouvelle fois, le jour où vous êtes confronté à une situation d'urgence, vous avez déjà toute la doc qui est là, à jour. Vous avez au moins les éléments sur lesquels vous allez pouvoir baser votre réflexion plutôt que de réfléchir dans l'urgence et la panique parce que vous aurez une information qui est parcellaire. Parce que lorsque l'information est parcellaire, c'est le meilleur moyen de faire encore plus que de dégâts que si effectivement on avait un peu plus d'informations. Donc au final, on gagne un temps précieux. Voilà. J'en avais fini, mais en fait, on va faire un petit cas pratique. Donc comme je suis dans le monde Apple, on doit toujours dire one more thing. Donc voilà, donc une fois qu'on a dit ça, on dit ouais, je comprends pas, je disais ouais, que statistiquement ça va toujours arriver. Donc le fameux méchant hacker à capuche, pourtant on avait tout prévu, quoi, on détecte régulièrement les méchantes attaques, on sait les mettre en échec. Bon, par contre Jean-Kévin qui nous a trouvé pour la 45e fois, finalement on n'y prête plus attention. Non, globalement maintenant les attaques commencent par Jean-Kévin pour passer sous l'écran radar.
Oh, puis on fait gaffe à ce qu'on raconte sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Bon, par contre, dans les conférences et les TGV, c'est open bar. Puis on sauvegarde régulièrement. Bon, par contre, on n'a pas eu le budget pour tout compartimenter. Et puis bon, inspecter les sauvegardes, c'est fastidieux. Ok, bah là, on fait quoi? Alors, ce qu'il faut, ce qu'il fallait, ce qu'il faudra faire, bah, documenter, sauvegarder, et tant qu'à faire aussi, inspecter régulièrement l'intégrité des sauvegardes, notifier, parce que ça devient une obligation. Très important, le fait de pouvoir effectivement avoir des sauvegardes à jour, ça va permettre de geler la scène pour pouvoir effectivement, le cas échéant, permettre aux experts de faire du post-mortem. Très important, parce que ça c'est le cas qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce sidérurgiste norvégien. Ils n'avaient pas inspecté les sauvegardes qui étaient trouées, donc le premier réflexe, ils disent: oh c'est bon, on a des sauvegardes, on remet en prod. Les sauvegardes étaient plantées, donc en fait il y a eu une deuxième attaque par rebond via les sauvegardes et ça a tout planté. Donc là aussi ça peut faire sens d'inspecter les sauvegardes, un petit réflexe, ça peut prendre peut-être 5 minutes, mais on les inspecte avant de remettre en prod. Et si pour celles et ceux qui ont un coup de tampon avec une Marianne, c'est-à-dire qui sont opérateurs d'importance vitale ou opérateurs de services essentiels, un petit conseil, placez votre cellule de crise de préférence à 1 heure de portée d'un ministre, parce que comme ça vous avez 1 heure de tranquillité le jour où ils veulent débarquer avec les caméras, et ça évite ça évite quand même des situations d'urgence où: ah monsieur, c'est quoi là si j'appuie sur ce bouton là? Ah bah vous avez fait planter une deuxième fois le HLR. Voilà, le HLR c'est la base de données mobile. Très important, notifier sans tarder. Donc en France, les autorités compétentes pour ça, c'est la CNIL, donc l'autorité de protection des données personnelles, mais aussi l'ANSSI pour les systèmes d'information. Et là, véritablement, c'est vraiment sans tarder. C'est-à-dire, c'est pas où quand j'aurai le temps. Pour la CNIL, c'est 72 heures, mais sachant que cette notification peut être faite de façon limitée dans un premier temps. Mais au moins, voilà, dire: oh, attention, il y a l'incendie, voilà, je vous le notifie. Pour l'instant, je colmate les brèches, tout ça, et je reviens vers vous le plus rapidement possible lorsqu'on en sait un peu plus. On ne vous le reprochera jamais si vous avez fait comme ça. Ça peut, d'autant plus, ça peut s'effectuer en ligne, parce qu'auparavant, il fallait envoyer un recommandé ou faire nos portées. Enfin, c'était la France, quoi. Et pas n'importe laquelle, monsieur. Non, là, maintenant, ils font bien les choses, ça peut être en ligne. Et il y a quand même quelque chose qui est maintenant avec quand même un petit incitatif, parce que si vous ne le faites pas, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Et là aussi, en informant les personnes concernées. Alors, on va passer vite, parce qu'on commence à y arriver. Ah bah voilà, ça tombe bien, c'était la fin. Voilà. Ça, oui, voilà. Ça, on est toujours dans une présentation de donner une photo, et ça, c'est notre grand homme à nous, c'est monsieur Guillaume Poupard. C'est un grand homme, il marquera l'histoire, il aime les barbes, les suites à capuche, les PME qui codent à l'arrache, les trolls du vendredi, c'est donc votre ami, ça sera votre porte-bonheur. Voilà, vous avez d'autres questions? Non. Ouais, si, alors, ah, super. Bravo. Dans le cas où on ne déclare pas effectivement dans les temps qu'on a eu un problème et qu'on est pénalisé, quelle est la personne qui est pénalisée? C'est le responsable de l'entreprise? C'est toi, c'est le responsable de RGPD dans l'entreprise? Enfin, ça se passe comment? Alors, bonne question, c'est-à-dire que, merci de l'avoir posée. Juridiquement, donc, c'est avant tout le responsable légal de l'entreprise. Mais ça, c'est pour la sanction au niveau pénal ou vis-à-vis du CNIL, parce qu'il y a 2 niveaux de sanction. Il y aura la sanction, effectivement, CNIL, mais si on voit qu'il y a eu une mauvaise foi, ça devient du pénal. Donc là, c'est le dirigeant de l'entreprise. Mais après, une nouvelle fois, tout l'important aussi de bien soigner les contrats, que ce soit les contrats avec les prestataires que les contrats de travail, peut y avoir aussi des sanctions disciplinaires au sein de l'entreprise ou dans le cadre du contrat. C'est-à-dire que si c'est le sous-traitant qui est parti dans le décor, effectivement, vu de la CNIL, ça sera le responsable de traitement, et le cas échéant avec l'analyse partagée avec le sous-traitant. Mais une nouvelle fois, si on a prévu le truc dans le contrat, on peut effectivement, c'est aussi un bon moyen, dire aux collaborateurs: non, c'est pas parce que moi, en tant que responsable d'entreprise, responsable légal, c'est moi qui assume le risque, notamment pénal, que toi, tu es à l'abri. Voilà. Le sous-traitant, Ah ben aussi, le sous-traitant, on peut le responsabiliser aussi. C'est-à-dire qu'on peut prévoir effectivement des clauses, c'est-à-dire il peut vous garantir s'il y a une procédure, etc. Enfin, une nouvelle fois, très important, ces contrats-là, qui auparavant, on a toujours tendance un peu à se reposer sur des contrats types. Bah oui, si le jour où ça part dans le décor, le juge, il va toujours, notamment en commercial, le juge statue par rapport à ce qu'il y a écrit dans le contrat. Et si c'est pas écrit dans le contrat, c'est la roulette russe. Alors que si c'est écrit dans le contrat, suffisamment clair, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, mais si on est très clair sur les principes, là, clairement, on a anticipé le risque et on l'a maîtrisé. Voilà. D'autres questions? Dans le cadre d'un droit à la portabilité gratuite, comme vous parliez tout à l'heure, Oui. Si jamais on a une société qui héberge les boîtes mail des clients, qui veulent migrer à un autre prestataire, est-ce que c'est toujours gratuit de leur offrir cette portabilité? Ou est-ce qu'on peut les facturer, justement?
justement? Très bonne question, merci de l'avoir posée. Alors à la base, oui, c'est censé être gratuit, mais là, clairement, sur le mail, on est on est aussi dans un cas qui peut être enrichi, puisque typiquement, vous pouvez proposer un service de gestionnaire d'adresses, d'historique des fichiers, par exemple le graphe relationnel, pour pouvoir relier les mails entre eux, la chaîne, etc. C'est-à-dire que les données brutes, oui. C'est-à-dire, effectivement, vous devez gratuitement fournir les données brutes, c'est-à-dire les en-têtes, plus le contenu. Mais après, la partie oui, mais c'est pas. Je voulais que ça soit présenté comme dans mon webmail, par exemple. Là, clairement, on est sur la problématique de prestations enrichies, donc sur lequel vous avez consenti des investissements. C'est pas illégitime de chercher à les valoriser. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup pour votre attention. Merci à Guillaume, merci à Bertrand pour leur confiance. Et j'espère que effectivement cette présentation, ben voilà, quand mes petits camarades vont rentrer sur les aspects un peu plus techniques, ça allumera un petit clignotant. Voilà.